J'ai peut-être pu générer à l'entreprise largement plus de 10 000 euros en un seul mois, ou plus de 20 000. Et ouais, alhamdoulilah, c'était un bon début d'expérience. C'est vraiment là que ça m'a débunké. Je me suis dit, ok, en fait, gagner de l'argent en ligne, c'est faisable. C'est ultra puissant parce que si tu y penses, toutes nos actions, elles viennent de nos pensées. Donc le 20-80 de faire des bonnes décisions, c'est d'avoir de bonnes pensées. Et pour bien penser, il faut comprendre comment tu penses. L'intention qu'on a eue en créant cette chaîne, c'est que plus on va rapporter de valeur, plus cette valeur, elle va nous revenir, tu vois. Même eux, ils ont capté les choses qui sont dans l'islam, mais ils savent pas que ça vient de l'islam, tu vois. Le seul truc qui t'empêche de pas faire de l'argent, c'est le manque de connaissances. Parce que entre toi, aujourd'hui, qui fait zéro, et entre toi, qui fait 10 000 euros par mois, c'est la science. Parce que tu sais pas comment faire pour obtenir les 10 000 euros par mois. Justement, en ayant cette intention de, ok, je vais le délaisser pour Allah, et Allah, il va me le rendre vraiment en bien meilleur, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah, là, il gagne vraiment, je pense, 20 fois plus ou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce podcast Les Frères du Scale. Donc aujourd'hui on va parler business, on va parler marketing, on va parler hijra, tout en respectant le cadre islamique. Donc je laisse déjà le frère Ibrahim se présenter. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, alhamdulillah, et toi? Ouais, alhamdoulilah, barakallahu fik. Donc moi, pour me présenter, c'est Ibrahim. J'ai commencé à m'intéresser au business en ligne avec la toute première formation de Yomi Denzel qui coûtait d'ailleurs, je crois, 1 000 euros. C'était avec mon frère que je me suis lancé. On a un peu chiffré, c'était vraiment il y a 5-6 ans, je crois. Ensuite, durant tout ce temps, entre la première formation qu'on a suivie jusqu'à, je crois, il y a 3 ans, entre ces deux-là, j'ai quasiment rien fait. J'ai fini mes études déjà. Ensuite, j'ai fait un peu de salariat. J'étais électricien d'ailleurs. Ensuite, je me suis dit que ça y est, ça pouvait plus rester comme ça. J'ai fait un peu de bâtiment avec mon père pour sortir justement de cette routine de salariat-là. Même si c'était un peu du salariat, mais bon. Ensuite, j'ai décidé de me lancer directement à mon propre compte. J'ai essayé de lancer quelques business, des business de miel d'ailleurs. Le business de miel, il n'a pas du tout fonctionné parce que je m'y connaissais absolument pas au niveau du marketing. Du coup, c'est pour ça que j'ai complètement échoué. C'était il y a à peu près 4 ans, il me semble, ou 3 ans. Et entre-temps, j'ai essayé de faire justement le business de nettoyage de terrasse. Alhamdoulilah, ça a plutôt bien fonctionné. Je me suis dit que ça serait bien que je passe directement sur un business d'e-commerce sans devoir travailler physiquement. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé en marketing, je me suis formé en tout ce qui était psychologie humaine, tout ce qui était copywriting. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que dès que j'ai compris comment fonctionne le marketing et le copywriting, c'est que j'ai décidé de lancer justement mon agence de marketing, de media buying et de creative stratégiste. C'est que du coup, je me suis occupé de faire le copywriting pour cette personne-là, pour cette entreprise. Je lui ai fait les ads, j'ai tout posté directement sur Meta Ads et c'est comme ça que toute mon aventure elle a commencé. Et j'ai vu que j'ai fait un peu de profit, mais c'était pas assez pour moi. Je voulais faire beaucoup plus. Je voulais vraiment travailler à mon compte parce que finalement, j'ai vu un peu ce côté de salariat, le fait de travailler pour quelqu'un et de recevoir un salaire plutôt bon, mais que je pouvais faire beaucoup plus en travaillant uniquement pour moi, pour mes business à moi. C'est-à-dire soit en faisant des shops e-commerce, soit en m'associant avec des gens directement. Et d'ailleurs, ça va en venir, Inch'Allah, dans le podcast. C'est que dans quasiment tous mes business, je me suis associé. J'ai fait des business d'infopreneuriat, j'ai fait des business e-commerce et vraiment dans tous mes business que j'ai fait, je me suis associé. Et voilà, c'est un peu tout. Ok, barakallahu fik pour la présentation. Moi c'est Mohamed Ibrahim, là j'ai 19 ans et depuis que je suis tout petit, je me suis toujours intéressé à la création de contenu. Parce que je m'intéressais déjà au fait de commencer à faire de l'argent, le business, etc. Pas exactement le business comme on le comprend maintenant, mais quand j'étais petit déjà, quand j'avais 7-8 ans, je commençais déjà à faire des recherches sur YouTube, comment devenir riche, tout ça. Je voyais la différence entre source de revenus passifs, source de revenus actifs. Vraiment les bases, le fait par exemple un peu d'investir et tout. Et à ce moment-là, je commençais déjà à avoir la vision de vivre d'Internet avec une source de revenus automatisée. Et je pensais notamment aux vidéos YouTube. C'est surtout ça qui m'intéressait à la création de contenu. Surtout qu'en plus, quand on était petit, pour nous, devenir riche, c'était être comme les gens riches visibles. Et les gens riches visibles, pour le coup, c'était quoi? C'était les footballeurs, les youtubeurs, je sais pas, les sportifs, ouais, les célébrités un peu. Ouais, c'est à peu près ça en fait. Et on pensait pas aux gens qui ont des business mais qui sont un peu dans l'ombre, qui sont discrets et tout. Ceux qui vivent cachés et qui vivent heureux. Et donc, moi à ce moment-là, je pensais déjà à la création de contenu. Et je m'y suis mis depuis que je suis petit. Mais vraiment, j'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai- j'avais 9 ans, je crois, un truc comme ça. Et depuis, j'ai continué dans la création de contenu. Et je développais comme ça mes skills. Au début, c'était surtout un peu pour le plaisir et tout. Mais après, je suis entré plus dans le côté technique, dans l'audiovisuel, le montage, l'éclairage, le matériel. Il y a aussi l'aspect psychologique, parce qu'en fait, quand tu penses à la création de contenu, c'est vraiment les deux gros blocs. Tu as l'audiovisuel et la psychologie. Et du coup, après, avec la psychologie, c'est parce faut apprendre à faire des hooks, etc. Bon, c'est un business particulier. Sauf que j'ai continué à faire ça jusqu'à ce que je sois monétisé sur YouTube. Donc pour moi, c'était une grande étape. Je commençais à gagner de l'argent avec YouTube et tout. Et à ce moment-là, j'ai vu une fatwa du Cheikh Suleiman Al-Ruhaili qui a été interrogé sur les revenus qui viennent des réseaux sociaux.
Et il disait que si ça provient des publicités, notamment du coup pour le cas de YouTube, ça vient des publicités dans lesquelles il y a de la musique, il y a des femmes qui sont pas couvertes, ou alors, je sais pas, ça fait la promotion d'alcool ou de choses comme ça, et bah ce revenu il est pas halal. Et en plus, j'ai regardé, tu sais, sur AdSense, tu peux voir les différentes cases où tu peux cocher et retirer des choses. Genre par exemple tout ce qui est lié au jeu d'argent, tout ce qui est lié à l'alcool, tout ce qui est lié à, je sais pas, à l'industrie pharmaceutique. Tu peux choisir les industries et les types de publicités que tu veux qui apparaissent sur ta chaîne. Mais qui te dit qu'il n'y aura pas une pub pour des légumes ou un truc qui est halal, mais dedans il y a une femme qui est découverte ou alors il y a de la musique et tout. Mais j'ai décidé de mettre de côté uniquement l'aspect création de contenu et je me suis plus intéressé au marketing, sachant que je commençais déjà à me renseigner dessus parce que plus ça avançait et plus j'avais une version business de la création de contenu, de YouTube et tout. Et après, du coup, quand je me suis intéressé plus au marketing, j'ai découvert le monde des VSL, des tunnels de vente, du copywriting, les infoproduits, les SaaS, l'e-commerce, tout ça. Même l'e-commerce, tout le monde en entend parler. Tout le monde voit un peu ce que c'est, mais de l'extérieur. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu vois le media buying, tu vois le copywriting, tu vois les shops, tu vois le ROAS, tu vois toutes les statistiques comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu me faire de l'expérience dans ces différents domaines. Mais c'est en s'y mettant qu'on se rend compte que c'est quand même différent l'extérieur et à l'intérieur. Parce que quand tu es à l'intérieur, tu vois les statistiques, tu vois surtout ce qui marche pas parce que tu te dis à la base, ok, c'est simple, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Et après, quand tu t'y mets, il y a plein d'obstacles qui n'étaient pas prévus et tout. Même justement, je pense par rapport au media buying. D'ailleurs, Ibrahim, tu peux revenir par rapport à media buying que tu faisais, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en gros, c'est comme des paliers. À chaque fois que tu arrives à une chose, et bah, tu te rends compte que finalement, tu sais pas comment la gérer. À chaque obstacle, t'es bloqué. Et donc, tu dois faire face à chacun de ces obstacles, étape par étape. Et pour répondre à ta question pour le media buying, c'était une entreprise de bâtiment, c'est normal. J'ai fait des ads, j'ai tourné les ads, j'ai pas montré ma tête, j'ai pris des enregistrements sur TikTok, j'ai repris quelques petites vidéos, quelques petits extraits, j'en ai fait une vidéo. Et ensuite, j'ai fait le copywriting directement et j'ai juste mis ma voix en arrière-plan. J'ai travaillé avec cette entreprise à peu près un mois. Ça m'a fait générer pas trop mal d'argent, alhamdoulilah. J'ai peut-être pu générer à l'entreprise largement plus de 10 000 € en un seul mois, ou plus de 20 000. Mais ouais, alhamdoulilah, c'était un bon début d'expérience. C'est vraiment là que ça m'a débunké. Je me suis dit, ok, ben en fait, gagner de l'argent en ligne, c'est faisable. Et c'est là que vraiment tout a commencé. Et genre, juste, tu les aidais à trouver des clients pour leur projet, quoi, c'est ça? Ouais, alhamdoulilah. Plus tu rapportes de valeur, et plus, c'est comme si la valeur, elle te revenait. En fait, surtout par rapport à ce que tu dis, moi je pense à quelque chose. Tu sais, c'est pour ça, quand tu dézoomes, tu prends du recul par rapport à l'argent. L'argent, c'est juste un refuge pour stocker de la valeur. Et quand tu vois qu'à l'entreprise, là, pour le truc de chantier par exemple, tu leur as apporté de la valeur qui leur a apporté potentiellement plus de 10 000 €, et bah toi, ils peuvent te payer par rapport à ça. Même 9 000 €, ils sont rentables, tu vois. Après, c'est juste une question de ce qu'il y a entre les deux, parce qu'il y a la marge et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu peux apporter d'argent, et plus tu arrives à légitimer le fait que toi, on te paye pour ça. Et ça que je trouve intéressant. Et je pense que les business models qui peuvent le plus pricer, c'est pour ça aussi qu'on voit par exemple dans le monde de la finance, c'est là qu'il y a le plus de gens qui deviennent millionnaires et tout. Parce que ça touche à l'argent directement. Donc si tu fais gagner de l'argent, tu peux toi-même réclamer beaucoup d'argent. Tu vois où je veux en venir? Ouais, alhamdulillah. Plus tu rapportes de valeur, et plus, c'est comme si la valeur, elle te revenait. C'est comme, par exemple, avec l'un de mes associés que j'ai pu rencontrer. C'est un truc de ouf, l'anecdote, elle est incroyable. En fait, c'était le début d'un ramadan, tu vois. Et vu que vraiment, je voulais acheter des dates et je savais pas où je pouvais en acheter, mais des bonnes dates, tu vois, ceux d'Arabie Saoudite, les Rajwa ou non, les Soukari. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans le groupe. J'ai vu, il y avait une annonce d'un frère qui avait posté une annonce que justement, il vendait des dates. Et ce que j'ai fait, tu vois, je suis parti le DM. Je lui ai dit, ouais, Harry, j'ai vu que tu vendais des dates, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, quand je suis parti dans son DM, je lui ai dit, est-ce que tu fais de la publicité sur Meta Ads? Vu qu'il vendait des dates, je me suis dit qu'il était dans la galère. Et donc, je voulais l'aider. Et j'avais pas forcément l'intention de que ça me revienne, tu vois, pour gagner de l'argent ou autre. Mais juste vraiment, je lui ai dit, est-ce que tu fais du Meta Ads? Et ensuite, j'ai enchaîné avec quelques petits conseils, etc. On s'est donné rendez-vous à la mosquée. Le frère, il m'a donné les dates. Moi, je lui ai donné l'argent. Après, on a discuté pendant peut-être 1 heure entre Marley et Arisha. Et même après les Arisha, vraiment, on a parlé pendant longtemps. Et c'est là où j'ai vu que, en fait, elle avait d'autres business. Et vu qu'elle a vu que je pouvais lui apporter de la valeur, et bah, par elle-même, elle m'a introduit dans son business. Et elle m'a dit, est-ce que tu voudrais pas qu'on s'associe dans mon business d'e-commerce que qu'il avait à côté, justement, pour que je puisse l'aider et que elle puisse me rapporter de l'argent. Du coup, ça allait dans les deux sens. Et comme tu as dit que plus on rapporte de la valeur pour une personne ou peu importe, alors cette valeur,
elle va te revenir, tu vois. Et même dans le dîn, c'est un peu comme ça, tu vois. Tu voulais faire de la méta-ads même sur les dates, ça me fait trop rire. En fait, il y a tellement de... Tu peux faire sur tout en soi. En fait, je pense que c'est vraiment une question de business model. Plus tu vas prendre un business model qui est scalable, et plus tu auras de la facilité justement avec le temps à gagner plus d'argent sans forcément dépendre de la quantité de travail que tu vas mettre dedans. Ouais, c'est vrai. Mais je pense quand même, dans ça, en vrai, il faut mettre la subtilité que il y a la valeur qu'on crée et la valeur qu'on capte. Tu sais, parce que si tu prends l'exemple des agriculteurs, en vrai, ils créent beaucoup de valeur, mais ils en captent peu. C'est toute la structure qui fait qu'ils permettent littéralement aux gens de manger. Tu sais, c'est pour ça qu'ils disent les agriculteurs, c'est grâce à eux qu'on mange, mais eux, ils mangent pas. Il y a d'autres exemples comme ça de valeur qui est créée, mais qui est pas captée. C'est que si ton système, il est limité par la quantité d'input humain, et bah, à moins de ramener toute une armée de 3000 personnes qui travaillent avec toi ou des machines et tout, tu seras limité dans ce que tu peux délivrer. Bah, typiquement, l'exemple qu'on a donné de l'agriculteur. Genre, si tu es encore dans le modèle de l'agriculteur avec sa pelle et sa pioche et tout, qui fait ses propres cultures et qui les vend au marché, bah, s'il veut faire ça at scale, il lui faut des grands terrains, il lui faut des grandes machines, il lui faut de la main-d'œuvre, il lui faut. Ça fait que pour scaler ce modèle, il y a plein de contraintes. Et si tu prends d'autres modèles qui sont plus simples, bah, ça se scale juste mieux, quoi. C'est pour ça que. En plus, ça me fait penser à un truc, c'est que. Je sais plus c'est qui le disait, mais c'est quelqu'un qui disait que le plus important, c'est quand tu te places et genre où tu te places. Et tout le travail, il est à être au bon endroit, au bon moment. Je pense que c'est Tugan Bara. Ouais, c'est Tugan Bara. C'est vraiment être au bon endroit, au bon moment. Parce que si tu es juste dans le bon marché, au bon moment, tu as la bonne offre, tu vois, tu as tout qui réunit, en soi, tu pas besoin de forcer, ça part tout seul. Mais si tu es dans le mauvais marché, tu as la mauvaise offre et tout, après, il faudra te tuer au marketing, faudra... Des fois, pour scaler, c'est le mauvais modèle et tout. En fait, c'est assez paradoxal. Ouais, en fait, aujourd'hui, il faut se positionner sur un business sur lequel t'es pas obligé de rentrer avec énormément d'argent. Et surtout avec l'IA aujourd'hui, tu peux tellement trouver de business models qui sont scalables. Par exemple, tu peux faire des applications avec l'IA, juste tu payes 100 euros. Et même ce que certains font, c'est que même sans payer, en prenant juste le cloud normal, celui qui est gratuit, tu crées plein de comptes. Et juste avec ça, je connais un frère qui a fait justement une application qu'il a sortie et qu'il a monétisé avec vraiment zéro euro. Il est étudiant et alhamdoulilah, il arrive à déjà monétiser ses compétences. Et vraiment, alhamdoulilah, vraiment, on peut partir de rien. Et ouais. Fait sur quelle niche, le frère? Ouais, le frère, du coup, c'était sur la niche. Il a commencé à faire des vidéos sur TikTok, il était assez viral. Je pense que vous le connaissez, mais j'ai pas envie de dévoiler son prénom. Franchement, alhamdoulilah, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, il n'y a même pas besoin de forcément beaucoup d'argent pour se lancer. Aujourd'hui, il y a vraiment tout qui est faisable, que ce soit au niveau business, comme le frère Miminicom sur Insta, tout le temps je le vois. D'ailleurs, c'est le frère qui a introduit le Bayer SLM sur les réseaux, en tout cas d'après ce qu'il dit. Mais ouais, franchement, il y a tellement de trucs à faire. T'as dit quoi, Même, frère? tu sais, par rapport à ça, j'allais dire, quand on y pense aussi, parce que le vrai risque, c'est que toi, tu continues pendant des années, tu as un business, tu fais, t'avances, et au bout de quelques années, tu te rends compte que tout l'argent que tu as accumulé, l'argent avec lequel, t'imagines, tu as nourri ta famille avec ça, tu te rends compte qu'en fait, il était haram. Et là, il y a deux options. Soit tu te voiles la face, tu te dis, ouais, mais en vrai... En plus, tu sais, ça, c'est un comportement qui est purement humain, la rationalisation. Tu sais, ils disent les humains, ils prennent des décisions émotionnellement et après, ils les justifient rationnellement. C'est exactement ça, tu vois. Après, c'est la dissonance cognitive. Le fait que ça demande tellement de remettre en cause tout ce que tu as fait que toi, tu préfères te dire non, en fait, c'est pas haram. Tu vois, juste, tu te voiles la face. Mais au fond de toi, tu le sais très bien. Donc, tu vois, il y a deux options. Soit tu te dis non, c'est pas haram et tu te voiles la face, soit tu l'acceptes. Et subhanallah, en plus, ce qui est incroyable, c'est que si tu dois admettre, par exemple, que c'est haram et que il faut cesser, je sais pas, admettons, tu as 10 shops. Il y a un shop, tu pensais que c'était halal. Par exemple, voilà, acheter de l'or. Tu vois, quand on achète de l'or, tu peux pas le faire en ligne sur Internet. Il faut que dès la transaction, tu reçoives l'or tout de suite. Et ben imagine, je sais pas, tu faisais un business qui est lié au cours de l'or ou à l'or ou un truc comme ça, tu vois. Et tu t'en rends compte, et ben si tu cesses ce business, tu aurais tendance à penser que tu as moins de revenus. En fait, quand tu vas délaisser quelque chose pour Allah, Allah, il va te le rendre vraiment fois 1000. Même plus. Il y a tellement d'exemples qu'on peut citer que vraiment c'est un truc de fou. Je connais un frère qui s'est lancé dans l'e-commerce et qui faisait quelque chose de haram, un travail de haram justement, alors que vraiment il était dans la galère, tu vois. Il s'est lancé dans l'e-commerce justement en ayant cette intention de ok, je vais le délaisser pour Allah et Allah il va me le rendre vraiment en bien meilleur, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah, là il gagne vraiment, je pense 20 fois plus ou vraiment c'est un truc de fou. Franchement, subhanallah, alhamdoulilah, c'est ni'ma. Mais yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, il lui accorde une sortie. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et il lui accorde la subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Et subhanallah, c'est des choses qu'on rencontre vraiment au quotidien. Mais le problème, c'est que, en fait, faire ce choix, ça nécessite de juste placer une petite distance dans la gratification. Ça veut dire
Toi, je sais pas, tu avais l'habitude d'avoir, je sais pas, 10K par mois avec une source qui est haram. Et bah, si tu délaisses ça, toi, tu te dis, ah, je vais me retrouver à zéro. Tu sais, ça se trouve, tu as un peu d'argent de côté, mais tu te dis, je vais plus avoir de flux de cash flow qui rentre. Et donc, tu te dis, ouais, c'est risqué. Alors qu'en vrai, tu sais que c'est pas risqué. Parce que ton risque, il est chez Allah dans tous les cas. Et tout le risque qui doit te venir, il te viendra. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Mais c'est juste qu'en vrai, ça fait mal. C'est le cœur qui aime trop la dunya. C'est le cœur qui veut pas délaisser ce cash flow, par exemple, qui serait haram. Et sauf que, en réalité, si tu le délaisses, tu auras mieux, mais c'est juste l'horizon de temps qui est un peu élargi. Et c'est pas tout de suite. C'est là, en vrai, le vrai défi. Mais quand tu y penses, tout est lié au temps. C'est juste le temps. C'est-à-dire que si on était capable de supporter le temps, en vrai, on pourrait toujours prendre les meilleures décisions, je pense. Parce que quand on y réfléchit, c'est ça, parce que quand tu penses à la gratification différée, c'est juste un plus grand plaisir, mais il y a une trop grande distance de temps. Donc aujourd'hui, tu fais ce qui te donne un petit plaisir, mais là tout de suite. Sauf que si tu arrivais à supprimer la variable temps, tu ferais que les meilleures décisions parce que tu maximises le plaisir. Et le plaisir maximal où on peut pas faire mieux, c'est le paradis. Ça veut dire que tu ferais tout pour optimiser le paradis. Mm, Mais c'est juste une question de temps. C'est-à-dire que si tu étais capable de patienter jusqu'à la mort et tu mm. supprimais la variable temps de ta prise de décision, eh ben, tu prendrais que des bonnes décisions. T'as capté là où je veux en venir? Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment un mélange d'ignorance, de peur. Et en fait, l'être humain, il est faible, tu vois. Il a du mal. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, en fait, c'est une question de d'ignorance aussi. Parce que certains, et moi-même je pense que je m'inclus dedans, souvent on prend des mauvaises décisions, mais c'est parce que on n'est pas assez informé de à quel point c'est une mauvaise décision et à quel point la bonne décision est une bonne décision. Tu vois? Et aussi parfois c'est juste un problème en quelque sorte, de aqida dans la croyance, parce que si on avait parfaitement confiance en Allah, bah comme le hadith, tu vois, de si on plaçait notre confiance en Allah comme l'oiseau qui part et qui revient et qui reçoit son risque, etc. Donc, si vraiment on avait un tawhid solide et on connaissait bien les noms d'Allah et on les appliquerait, moi je pense que ces problèmes ils s'appliqueraient pas. Parce que par exemple, tu vois, le nom Ar-Razzaq, si on saurait pas juste sur le papier que Allah c'est Ar-Razzaq, mais on l'aurait bien internalisé, et c'est qu'en plus c'est un mode de pensée que j'essaie de développer. C'est juste le fait de placer sa confiance en Allah et de faire des doigts, de faire, par exemple, la salat istikhara, et après, tu fais que les causes, tu fais les asbab. Ça veut pas dire que tu vas à l'aveugle, mais tu maximises des deux côtés. Tu maximises tawakkul, la confiance en Allah au maximum, et les asbab au maximum, et en quelque sorte, t'es pas préoccupé. Parce que tu te dis, dans les deux cases, je suis bon, tu vois. C'est comme si tu balances des bouteilles à la mer, et après, t'attends que ça vienne à toi. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais, en fait, c'est comme un équilibre, tu vois. Parce qu'il y en a, ils sont trop dans l'extrémisme, et il y en a, ils sont trop dans le laxisme. Qu'il y en a, ils font que les causes sans faire de doigts, tu vois. Il y en a, ils font que les doigts, mais ils font pas les causes. Et tu vois, faut un juste milieu. Ouais, bah oui. En plus, on voit dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, tu sais, dans la bataille de Badr. En plus, j'écoutais justement le shir tout à l'heure que j'ai mentionné par rapport à la vente. Il avait mentionné ça. Il disait, pourquoi est-ce que dans la bataille de Badr, il y a des anges qui combattaient et qui étaient sous forme humaine, des grands humains tu vois, qui étaient forts, qui étaient puissants et qui ont combattu parmi les rangs avec les muslimines, tu vois. Et le shir, il disait, Allah, il aurait très bien pu envoyer l'ange Jibril, tous les mouchriquins, il les wipe, tu vois, d'un coup, et hop, c'est bon, c'est fini. Sauf que c'est pour valoriser et montrer l'importance des asbab, des causes. Et même le prophète, alayhi salatu wassalam, à quel point, tu vois qu'il organisait les rangs, il faisait des doigts. En fait, il était dans l'extrême tawakkul et l'extrême dans les asbab, tu vois. C'est pas qu'il était équilibré dans les deux, c'est surtout, il a maximisé les deux. Et subhanallah, quand tu comprends ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de maximiser les causes et le fait de maximiser le tawakkul, quand les deux ils vont ensemble, juste c'est impossible d'échouer. Ou alors si t'as pas ce que tu veux, c'est que c'est un khayr pour toi et Allah il arrive à réserver quelque chose de meilleur. Tu vois où je veux en venir? Ouais, c'est comme une fois, j'étais dans un Jumu'ah, et justement, l'imam, il avait cité le fait que le musulman, tu vois, il se doit d'être parfait dans tout ce qu'il fait. Vraiment, toutes ses actions, elles doivent être le plus parfaites possible. C'est-à-dire que quand tu fais un travail pour quelqu'un, tu dois le faire jusqu'à la fin. Par exemple, quand tu t'étudies, eh ben, tu t'arrêtes pas juste après avoir commencé, tu vois, mais tu t'arrêtes à la fin, dès que tu le finis. À sa fin, justement. Et ça, justement, vraiment, c'est un problème. Ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent quelque chose. Ils commencent, par exemple, l'e-commerce ou un business en ligne. Et quelques temps après, ils s'arrêtent. Alors que, justement, si on veut réussir quelque chose, il faut le faire jusqu'à la fin. Ouais, mais Et attends, quand tu dis il s'arrête pourquoi?
En gros, il y a différentes raisons. Soit parce que la personne, elle est montée d'un rang et donc elle a réussi à faire une étape, mais à cette étape, elle a rencontré un problème. Et dès qu'elle a rencontré un problème, elle a abandonné direct parce que c'était trop dur, surtout avec les réseaux sociaux, avec la dopamine directe. Ce qui fait que énormément de gens, tu vois, ils sont broad. Ils aiment les vidéos lifestyle, ils aiment les vidéos, tu vois, qui montrent ce que les personnes, ils ont acquis justement parce que ça fait vibrer ces personnes. Et justement, le problème avec les gens, c'est juste une prétention de vouloir réussir. Mais en réalité, ils ne le veulent pas. C'est pour ça que je disais que l'être humain, le musulman, il se doit d'être parfait dans tout ce qu'il fait. C'est que quand il commence quelque chose, il doit le finir Tu jusqu'au sais, bout, en tu vois. plus, tu sais, ça me fait penser à un truc. Excuse-moi, je te coupe. Mais tu sais, quand tu disais ce qui est un peu chez les koufars, mais qui est mentionné dans l'islam. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de concepts qu'on retrouve aujourd'hui dans le business, dans, soi-disant, les coachs mindset et tout, développement personnel, machin. Si tu regardes, il y a 1400 ans chez les salaf salih, ils le mentionnaient déjà. Mais moi, ce à quoi je pense en particulier, c'est le fait d'être délusionnel dans tes espérances, tu vois. Et je crois qu'il y a un nom en particulier en anglais, je sais plus ce qu'ils disent. Mais en gros, bref, espérer quelque chose qui est délusionnel, genre c'est exagéré. Réalistiquement, c'est pas logique. Mais pourtant, tu l'as comme objectif en tête, comme si ça arriverait. Et ça me fait penser à, je dis, ça me fait penser à Sidna Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, qui a eu son deuxième enfant, alors il était très âgé. Et, tu sais, et pour lui, ça paraissait illogique. Mais subhanallah, En gros, c'est comme dans le dîn, tu vois. C'est que quand tu demandes une dua à Allah, tu dois être sûr qu'elle va être exaucée, tu vois. Et ça, c'est ultra puissant. Même les koufars, tu vois, ils le disent. Même eux, ils ont capté les choses qui sont dans l'islam, mais ils savent pas que ça vient de l'islam, tu vois. Ouais, bah, en fait, c'est parce que c'est aussi des lois de l'univers, en quelque sorte. C'est... En plus, c'est que... Tu connais ou pas le frère Abu Layha? Je sais pas si tu vois. C'est un anglais. Ouais, t'es peut-être tombé sur lui. Ah, je vois, même il est jeune, ouais, ouais, il a une longue barbe, Allah barik. Ouais, ouais, ouais. Et il avait dit dans une vidéo, en plus j'ai vu tout à l'heure, hein, que ce qui est incroyable, c'est que avec le Coran, en fait, Allah, il te donne les lois de l'univers. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il dit, Allah, il a créé le monde, et après il t'explique comment le monde fonctionne, il te donne les cheat codes et tout, et il te dit comment... C'est comme dans la Surat al-Jumu'ah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et اذكروا, en plus, il y a plusieurs façons de le traduire. Mais évoquez Allah énormément, beaucoup, afin que vous réussissiez. Et aussi, udhkuru, tu peux le traduire comme rappelez-vous, se rappeler. Tu vois, dhikr, c'est le fait d'évoquer sur la langue, mais aussi de se rappeler dans la tête. Enfin, il y a pas mal de manières de le traduire. Et quand tu y penses, c'est réel. Si tu veux réussir, déjà, premièrement, la vraie réussite, c'est le paradis. Mais si tu prends aussi la réussite dans le sens général, après ça aussi, carrément, il faudrait voir le tafsir de cette ayah en particulier pour voir la portée qu'elle a. Mais Allah nous dit que si on veut réussir, il faut faire beaucoup de dhikr d'Allah. Que ce soit le dhikr du coup sur la langue ou en se rappelant d'Allah. Et quand tu y penses, c'est vrai. Parce que quand tu penses à Allah, si cette pensée elle est basée sur de la science, tu sais que Allah c'est Al-Hakim. Donc celui qui prend les décisions avec sagesse. Et tu sais que par exemple, si tu n'as pas un résultat ou quelque chose tout de suite, c'est que c'est pas le meilleur moment et ça vient de la hikmah d'Allah. Si tu penses par exemple que Allah c'est Al-Razaq, tu comprends que ton rizq il est chez Allah et toi tu as juste à faire les causes. Mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, le tawakkul et les asbab. Pareil, le istighfar, tu vois, le fait de dire beaucoup astaghfirullah, c'est une cause de l'augmentation du rizq. Et ça c'est un dhikr, tu vois. C'est pour ça que avec le Coran, on a littéralement, et la sunna aussi, on a littéralement les cheat codes pour réussir. Ouais, c'est ça. Les lois de l'univers. Tous les principes premiers. En fait, c'est une dinguerie, c'est que on a tout ce qu'il faut, tu vois, pour réussir, d'ici-bas et dans l'au-delà. Et tu vois, justement, c'est quand j'ai commencé à m'informer sur les principes premiers que j'ai vraiment commencé à Bah, scaler de normal, fou. ouais. Tu vois, j'ai commencé à m'associer, j'ai commencé à trouver plein de moyens de risque. C'est vraiment un cheat code, tu vois, les principes premiers. Finalement, t'as tous les principes premiers, tu vois, dans l'islam. Et c'est pour ça, c'est tellement... c'est un cheat code, vraiment. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ce qu'ils appellent, je crois surtout Joseph Murphy, j'ai pas lu son livre parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'est sur la loi de l'attraction, le pouvoir du subconscient, je sais pas quoi. De ce que j'ai compris, c'est des idées où il y a du shirk, il y a des choses assez bizarres. Mais là où je veux en venir, c'est l'idée selon laquelle, si tu te fais une opinion de quelque chose, ça devient une réalité. Tu sais, aussi ce qu'ils appellent la manifestation ou je sais pas quoi. Genre, je sais pas, tu te poses comme ça, tu te poses sur ta chaise et après tu dis je manifeste une voiture rouge, je manifeste une voiture rouge. Et après tu sors dehors et hop, tu vois des voitures rouges. Sauf que c'est pas que les voitures rouges sont apparues après que toi tu l'as évoqué, mais c'est plutôt que ta vision. Aussi, oh, bah, ça me fait penser à autre chose que je vais mentionner. Mais c'est le fait que toi,
Maintenant, tu t'es branché, orienté pour remarquer les voitures rouges. Alors avant, elles étaient tout le temps là, mais bon, de toute façon, c'est un concept qui est connu. Mais là où je veux en venir, c'est le fait que Allah est telle l'opinion que son serviteur a de lui. Donc si tu as une bonne opinion d'Allah, Allah sera bon avec toi. Et surtout, ce qui est incroyable avec ça, c'est que c'est comme il disait l'exemple que j'ai donné avant, le cheat code. Si tu penses que Allah, c'est Al-Hakim, c'est le sage qui prend les bonnes décisions, ça veut dire que n'importe quelle chose qui t'arrive dans ta vie, même une catastrophe, tu retiens que Allah c'est Al-Hakim, donc tu comprends que c'est une hikmah. Et vu que Allah est telle l'opinion que son serviteur a de lui, et bah cette chose, c'est une hikmah pour toi. Même si c'était déjà le cas, mais en quelque sorte, c'est que si tu penses que Allah, wal'iyadhu billah, est injuste ou alors tu vois, a des défauts, et bah ça va plus te causer du préjudice à toi qu'autre chose. Enfin, c'est tout quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment des cheat codes le fait de s'éduquer. En fait, c'est une histoire d'ignorance et de science. Plus tu as de science, après, bien sûr, c'est soit Allah il te guide ou soit il te guide pas. Mais ça joue énormément le fait que tu as de la science. Parce que quand tu as de la science, justement, après, tu peux œuvrer. Et en fonction de la science que tu as, et en fonction des choses que tu sais, parce que justement, le fait que tu fasses pas d'argent, par exemple, vu qu'on a commencé à parler d'argent, le seul truc qui t'empêche de pas faire de l'argent, c'est le manque de connaissances. Parce que entre toi, aujourd'hui, qui fait zéro, et entre toi, qui fait 10 000 € par mois, c'est la science, tu vois. Parce que tu sais pas comment faire pour obtenir les 10 000 € par mois. Ouais, c'est que Et niveau c'est ça business, le tu manques de truc. connaissances. Le gros des personnes qui font pas d'argent, c'est parce qu'ils savent pas comment faire de l'argent. Pour eux, gagner de l'argent, c'est travailler et échanger ses heures contre son temps. Le gros des gens, c'est ça qu'ils pensent. Ouais, c'est ça. Même aussi, en fait, il y a un problème, c'est que des fois, quand tu sais, appliquer, c'est difficile. Ça revient à ce que je disais avant. C'est que parfois, tu vas un peu te voiler la face, tu vas te dire, ouais, non, c'est pas exactement ça. Mais en plus, souvent, on sait c'est quoi la bonne décision, mais tu fais des tâches qui ont. Tu sais, c'est comme si tu étais gros, tu sais qu'il faut juste que tu ailles courir et que tu arrêtes de manger des donuts, mais tu vas lire des livres sur le métabolisme, l'impact des grains de poussière sur ton métabolisme. Tu vois, en fait, et tu vas te dire, ouais, mais c'est bon, là, j'avance, je suis productif. Alors que non, t'es pas en train de courir et t'es encore en train de manger des donuts. Ça veut dire que des fois, t'as beau savoir, tu cours après savoir plus alors qu'il faut exécuter. Je pense que c'est ça aussi qui est dur. C'est de savoir placer la frontière entre. Certes, au début, il faut connaître, mais après, quand tu sais, il faut œuvrer avec ce que tu sais. Mais des fois, tu continues de chercher, chercher, chercher et t'œuvres pas avec. Tu vois, c'est dur de placer le curseur un peu. Tu vois où je veux en venir? En fait, ouais, c'est ça. Même dans ça, il y a un juste milieu. Même moi, j'ai rencontré ce phénomène-là, si on peut appeler ça comme ça. T'as envie d'apprendre, t'as envie d'apprendre. Et finalement, le fait de vouloir apprendre, c'est juste une excuse que tu te fais pour ne pas passer à l'action. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est agréable d'apprendre aussi. Tu prends pas de risques. T'es là, t'es dans ta zone de confort et tu rajoutes des connaissances. Genre, t'es pas à la guerre. C'est comme si, voilà, c'est comme si tu dois faire la guerre et au lieu d'aller au front, t'es là, t'as 5 chargeurs, t'as une arme et tu prends 6 chargeurs, 7 chargeurs, 8 chargeurs. Alors que, je sais pas, devant ils sont 10. Ils sont 10, mais toi tu prends 9 chargeurs, 10 chargeurs et tu remplis, tu prends du stuff, alors qu'ils sont 15 devant. Ça va pas te servir plus, mais tu te dis, oh, quand même, j'avance. Alors que quand tu te retrouves au front, tu vas faire la tâche, tu vas te rendre compte que tu vas prendre juste une balle dans la tête après, ça va servir à rien, tes 10 chargeurs. Mais, mais en vrai, c'est le truc qu'ils appellent en anglais analysis paralysis, genre paralysie de l'analyse. Quand tu exagères dans l'analyse et que finalement, tu n'avances pas vraiment. C'est pour ça aussi que c'est utile d'avoir un coach parce que tu vois, des fois, quand tu apprends en autodidacte, tu commences par accumuler les connaissances, après tu pratiques, tu fais des erreurs, tu corriges et tout, mais tu sais pas où placer justement ce que je mentionnais tout à l'heure, le curseur, où il faut beaucoup, beaucoup apprendre, apprendre, apprendre. Et à un moment, il vaut mieux arrêter d'apprendre ou alors ralentir l'apprentissage pour pratiquer parce que tu es à un stade où tu vas plus apprendre en pratiquant. Sauf que si dès le début tu vas dans la pratique, tu vas faire n'importe quoi, juste tu vas même pas savoir de quoi on parle. Placer le curseur c'est difficile, mais imagine tu as un professeur ou un coach ou quelqu'un qui a du recul et qui connaît le domaine et qui est passé par là et qui a vu plusieurs personnes passer par là, il peut te dire, ok, pour toi la bonne décision c'est que tu ailles appliquer directement. Toi il vaut mieux que tu ailles apprendre ceci. Ça, ce domaine, t'as pas besoin de l'apprendre parce qu'il y a cette alternative, tu vois. Quelqu'un qui... En fait, un professeur, on a tendance à le voir juste comme celui qui te donne l'information. Tu dis, mais c'est bon, je peux apprendre tout seul. Sauf que non, c'est plus quelqu'un
Toi, tu vois en 2D, lui, il voit en 3D. Même quand au début, vas-y, tu te dis que vas-y, tu vas apprendre, tu vas apprendre, tu vas apprendre. Au bout d'un moment, tellement t'auras appris que vu que tu le révises pas, ça va sortir de ta tête. Et au moment où tu vas rencontrer ce problème-là, dans ton business ou autre, dans tous les cas, tu vas Hmm. devoir repartir sur YouTube et regarder un tutoriel pour comment faire cette chose. Parce que dans ta tête, tu vois, tu te réconfortes dans l'idée où t'appliques pas ce que t'as appris, mais au moins t'apprends et tu te dis que tu fais quelque chose de bénéfique. Mais il y a bénéfique et bénéfique, tu vois. Il faut distinguer les deux. Mais surtout, en plus, il y a le coût d'opportunité en soi. Parce que ça se trouve, tu vas vraiment avancer en faisant ça, mais il y a d'autres tâches qui pourraient te faire avancer encore plus. Tu vois, ça se trouve, l'apprentissage, il est pas mauvais, mais juste, c'est pas la meilleure décision. C'est comme si tu avais 1 million de livres. Certes, en lisant tel livre sur tel domaine, tu apprends des choses, sauf que tu vas pas vivre 1 million d'années. Tu vas peut-être vivre 60, 70 ans, et après, c'est bon. Ça veut dire que tu as un temps très limité pour beaucoup de potentiel tâches à faire. Et en fait, le vrai truc, c'est pas juste d'avancer, c'est d'avancer assez vite. C'est de faire le one thing, c'est de repérer, identifier l'élément qui te fait vraiment progresser dans la tâche. Et ça, en vrai, ça demande d'entrer dans le méta. Il faut de la métacognition parce qu'il faut que tu es en 2D, il faut que tu passes au niveau 3D et que tu t'observes toi-même. Tu déplaces ton personnage, genre depuis le haut, tu vois. C'est pas toi en première personne qui est en train de marcher, mais tu te places dans un satellite et tu déplaces ton personnage. Et du coup, tu vois toute la map de loin, quoi. C'est ça l'idée. Donc en gros, pour résumer, c'est que dans chaque chose qu'on fait, faut voir le The One Thing, le 20-80, du 20-80, du 20-80, pour vraiment avancer le plus vite possible et vraiment ne pas se reposer sur ses lauriers justement, mais d'aller directement dans la tâche, tu vois, se mouiller directement. Parce que justement, c'est TikTok qui nous a bousillé les cerveaux, tu vois, de sorte à ce que, tu vois, on procrastine tout le temps, jusqu'à que au final, on fasse même pas la chose qu'on voulait faire au début. Mais tu sais, par rapport à ça, j'ai entendu plusieurs fois le 20-80 du 20-80. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est la loi qui dit que 20% des résultats sont causés par 80% des actions et 80% des résultats sont causés par 20% des actions. Ça veut dire que, L'autre en Pareto. gros, tu as une petite minorité qui font beaucoup de résultats, ouais, la loi de Pareto, et beaucoup d'actions qui donnent peu. Et du coup, le beaucoup d'actions qui donnent peu, il faut s'en éloigner au max et il faut se concentrer sur le peu d'actions qui donnent beaucoup. En gros, c'est comme si tu dézoomais, ou justement au contraire, tu zoomais dans un problème pour voir exactement le 20-80 dans cette tâche. Ensuite, tu rezoomes pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, le 20-80 du 20-80. Ensuite, tu re-rentres dedans et tu vois justement le 20-80 du 20-80 du 20-80. Ce qui fait que tous les obstacles et tous les trucs qui te gênent sur les côtés, tu les délaisses. Et que tu te concentres uniquement sur l'essentiel. C'est vraiment ce qui va te faire progresser le plus rapidement possible. Genre, attends, juste pour vérifier que j'ai bien compris ce que tu décris. Admettons, le problème classique, c'est que quelqu'un est gros et il faut qu'il perde du poids. On va rentrer dans le 20-80. Genre, il y a 10 problèmes différents, mais il y a 2 problèmes qui vont faire 80% des résultats et 8 problèmes qui vont donner que 20% des résultats. Donc, il faut qu'on trouve ces deux-là. En vrai, les deux, c'est que il mange trop et il court pas assez, par exemple. Ou il bouge pas assez, tu vois. Le classique. En fait, la personne, elle va se réconforter dans le fait de faire une chose et qu'elle va penser que, justement, vu qu'elle fait cette chose et que, ok, elle perd des calories, par exemple, dans ton exemple de muscu, de vouloir perdre du poids, c'est que, ok, elle va faire, par exemple, je sais pas, une machine, tu vois, mais au lieu de faire la machine, elle pourrait faire quelque chose avec laquelle elle aurait perdu beaucoup plus de poids et beaucoup plus rapidement, tu vois. Mais vu que c'est difficile mentalement, elle décide de pas faire le 20-80. Mais ça, c'est le biais status quo, ça. Tu connais ou pas le biais status quo? Non. Tu sais qu'en plus, c'est un mot, le status quo, c'est classique en anglais, c'est une expression normale dans la langue, mais en français, on n'a pas cette expression status quo. Et c'est là que je me rends compte à quel point les mots, ils forgent la façon de penser. Parce que en français, on dit pas le status quo comme ils le disent en anglais, et bah, ce schéma de pensée, on l'a moins. Mais en gros, c'est le biais qui fait que l'humain, il est... Genre, prendre une décision, ça demande de la volonté. Du coup, souvent, l'humain, il va rester dans sa position de base, et l'idée, c'est que il change pas jusqu'à ce qu'il y ait eu une force assez grande pour le faire bouger. Regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as déjà vu le dilemme du train où genre il y a par exemple tu sais Hmm. sur Ouais, en ouais, gros, voilà, il y a il y deux a deux chemins. chemins. Sur un chemin, il y a un enfant. Et sur l'autre chemin, par exemple, il y a plusieurs personnes. Et du coup, tu dois décider lequel des deux tu dois emprunter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et bah du coup, dans ce cas, on aurait tendance à penser que on prendrait le choix qui nous paraît le plus, on va dire qui nous paraît le moins pire. Mais même si tu penses, par exemple, admettons que niveau moral, un enfant et trois adultes, c'est à 50-50, ok? Et bah même si toi tu penses que la mort de trois adultes, c'est à 51% meilleur et 49% pour l'enfant, donc en théorie, tu devrais faire en sorte que le train se dirige vers les trois adultes, tu vois. Sauf que si le train se dirige déjà vers l'enfant, et bah ce qui se passerait réellement, c'est que tu fais rien. Parce que le biais status quo fait que on a tendance à rester dans notre position et genre faire un mouvement supplémentaire et quitter la position de base où on est, ça demande une vraie énergie, l'énergie pour engager ce mouvement. Ce qui fait que la plupart du temps, les gens ils restent juste dans leur position actuelle et ils changent pas.
C'est comme quelqu'un qui a un job, ça se trouve son job il est pas optimal, il pourrait avoir un meilleur métier et tout, mais le status quo fait qu'il reste où il est. Quelqu'un vit dans une ville, ça se trouve il pourrait trouver une meilleure ville où vivre, avec je sais pas un meilleur entourage, un meilleur cadre de vie, plus d'opportunités, plus de plein de choses, mais le status quo fait que tu restes juste où tu es dans ta position de base et c'est tout. Et ça c'est un truc en fait qui est répandu dans le langage en anglais, mais pas en français. Le status quo. Il y a plusieurs exercices. Lui, il fait un exercice qui est normal et un autre qui est plus optimal. Le 20-80, il est dans l'autre. Et ben, il va pas aller changer et faire celui qui est optimal parce que il est dans le status quo. Tu vois, il est bloqué dans son truc actuel. Et changer, ça demande de la volonté. C'est comme, je sais pas, imagine, tu as un programme sportif. Tu fais ce programme depuis 6 mois. Et ben, changer ton genre, la base, c'est que tu gardes ton programme. Pour le changer, ça demande de la volonté. Et du coup, pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que tout à l'heure, on parlait de la métacognition. Le fait de penser sur sa propre pensée. Et c'est ultra puissant parce que si tu y penses, toutes nos actions, elles viennent de nos pensées. Donc le 20-80 de faire des bonnes décisions, c'est d'avoir de bonnes pensées. Et pour bien penser, il faut comprendre comment tu penses. Et c'est pour ça que c'est ultra important d'étudier la psychologie, je trouve. Et de comprendre comment est-ce que le cerveau réfléchit, quoi. Tout simplement. Les différents biais et tout. Parce que plus tu connais tes biais et plus tu connais les manières avec lesquelles tu es irrationnel, plus tu peux t'en protéger et plus tu es rationnel. Tu vois ou pas, Ibrahim, ce que je veux dire? En fait, c'est comme, t'as vu toutes les VSL qu'on a fait sur nos infoproduits, Ouais. US, France, tout ça, c'est que vraiment, plus tu connais les principes premiers, tous les effets psychologiques, etc., et plus tu peux, entre guillemets, manipuler, tu vois, la personne, entre guillemets, hein. Ouais, ouais, genre Euh, Tu vois, on parle de l'influencer pour manipuler, acheter, mais, quoi. mais c'est pas vraiment de la manipulation. Hein? L'influencer pour acheter, quoi. De Ouais, toute façon, moi, je l'influencer, dis c'est ça. toujours, En gros, le si guider. Parce qu'en c'est soi, pas de la c'est manipulation pas si de... tu l'aides à prendre la bonne décision. Si tu sais qu'après, lui, C'est il ça. sera satisfait, tu l'as aidé à faire la bonne chose et tu lui as pas menti ni avant ni après, franchement, t'as rien fait de mal. Tu l'as aidé à prendre C'est une bonne ça. T'as décision. fait que du bénéf. Ouais, C'est comme ce qu'on a dit au début, tu vois. Tu rapportes de la valeur et la personne, elle te le rend en retour, tu vois. ouais, c'est ça. Ou d'une certaine manière, ce bien, il revient vers toi. J'allais dire en plus par rapport à ça, justement, le fait dans les VSL, le fait de comprendre comment pense l'humain, genre, t'as dit plus tu connais de biais, plus t'es capable dans ta VSL d'influencer. Moi, j'ai déjà pensé à un truc, c'est d'utiliser l'effet Barnum. Tu vois ce que c'est ou pas l'effet Barnum? Non. En gros, l'effet Barnum, c'est un biais qui fait que il y a certaines choses qu'on peut dire qui s'appliquent un peu à tout le monde, mais si tu le présentes de la bonne manière, chaque personne pense que c'est spécifique à lui. Hmm. Genre, c'est comme si toi, je C'est te puissant, ça. disais, tu penses de façon assez profonde et tu remarques des choses que les autres ne remarquent pas. En vrai, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde remarque des choses que les autres ne remarquent pas. Mais si tu arrives à bien le présenter, tu vois, les gens, ils sentent que il y a un certain sentiment d'exclusivité. Genre, c'est que moi. Et c'est ce que je demande dans l'astrologie, tu vois. Genre, t'es quelqu'un de sensible et d'attentionné, je sais pas quoi. Tout le monde sur Terre est Bah ouais. sensible et attentionné, je pense. Enfin, tu sais, c'est des mots qui. C'est des mots fourre-tout, tu peux. Ça veut tout et rien dire. Et justement, là où c'est intéressant, c'est que, tu vois, dans la vente, il y a le truc, le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est un peu comme ça que je le formule. C'est que si tu montres, quand tu veux vendre, que tu veux absolument que le mec achète, tu veux lui dire achète, 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 automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se braque. Il se dit non, laisse-moi tranquille, je veux pas. Sauf que si t'es en mode tu peux acheter si tu veux, après moi, c'est pas mon problème, l'offre elle est là, je sais qu'elle est bien. Tu vois, le mec il se dit ah ouais, quand même, mais le fait que t'es pas en train de le forcer à venir, déjà lui il se sent tranquille, il se sent en sécurité. Et du coup, l'idée c'est que si toi derrière ce que tu fais, c'est que tu crées un sentiment d'exclusivité, tu dis je vends ça uniquement pour tel type de personne, les gens ils se disent ah ouais, donc il est pas en train de me supplier d'acheter. Tu sais, c'est l'opposé, c'est la réciproque. Et du coup, ce qui est faisable, c'est que tu utilises l'effet Barnum pour dire cette offre, elle est faite spécifiquement pour, je sais pas, les gens qui sont sensibles. Tu vois, tu utilises un truc comme ça, et chaque personne derrière son écran, comme avec l'astrologie, tu vois, pour les koufas, quoi, chaque personne derrière son écran, elle va penser que tu parles de elle en particulier, parce que tu as utilisé l'effet Barnum. Donc ça fait que tu utilises le bénéfice et le prestige de l'exclusivité en disant, nous, on travaille uniquement avec ces personnes, ce qui fait que ça valorise quitter, commenter, enfin, ce que je veux dire, ça valorise ton offre, etc. Mais ce groupe qui est censé être spécifique et propre à un petit groupe, en réalité, tu donnes un adjectif qui décrit beaucoup de monde, ou alors qui décrit uniquement ceux qui achèteraient chez toi, tu vois, que ton avatar. Chaque personne qui voit ça ou qui lit ça pensera que tu parles d'elle en particulier, ou de son groupe restreint. Au final, c'est juste du bénéf. Plus t'apprends, plus tu pourras l'appliquer. Mais comme on a dit, pas vraiment traîner sur des choses qui sont pas le 20-80 du 20-80, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais on va dire, si t'en connais plein, tu peux les empiler, quoi. Tu peux les stacker, et après, genre dans une... En fait, Mm. tout le mécanisme, il est simple. Toi, tu connais cet effet, donc tu peux influencer le comportement de quelqu'un, ou à la limite, influencer sa pensée, donc influencer son comportement.
donc le pousser à acheter, donc tu gagnes de l'argent. Et après, le bénéfice, il est clair, tu vois, c'est pas compliqué comme chemin. Et en plus, justement, par exemple, le truc avec l'effet Barnum que j'ai mentionné, tout ça, c'est le genre de choses que j'étudie et que je partage souvent. D'ailleurs, justement, on a un groupe Telegram en description. C'est le genre de choses que je pourrais mentionner, par exemple, dans un audio, tu vois. Si tu trouves un point qui est intéressant, ou alors des petites pensées comme ça qui pourraient être bénéfiques avec des fawaïd, et ben, je pourrais en faire un audio de 1, 2 minutes, ou alors, je sais pas, au quotidien. Comme ça, il n'y a pas forcément besoin qu'on soit en train d'enregistrer comme ça. Et c'est de la Juste, je sais valeur pas, pure, quoi. je suis dehors, je pense à Ouais. quelque chose qui est intéressant. Le but, c'est juste de donner de la valeur. Ce que je disais, imagine, je suis dehors, je pense à quelque chose qui est intéressant, je peux faire un vocal vite fait, je le mentionne. Il y a des gens qui vont l'appliquer dans leur business derrière et qui vont faire plus d'argent juste parce que j'ai sorti des mots de ma bouche et j'ai appuyé sur un bouton. Quand même, c'est pas être bénéfique pour les gens, ça. Ouais, Franchement, alhamdoulilah. c'est. En plus, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, plus t'es bénéfique, enfin, plus t'es utile et plus t'apportes de valeur, plus il y en a qui te revient. Donc, Et d'ailleurs, c'est ça justement l'intention qu'on a eue en créant cette chaîne, c'est que plus on va rapporter de valeur, et plus cette valeur, elle va nous revenir, tu vois. Donc, c'est dans notre intérêt de justement vous donner un maximum de valeur. Et justement, par exemple, en vous donnant de la valeur, on va rencontrer des personnes avec qui on pourra s'associer, on pourra faire des projets. Et même si on a besoin de recruter quelqu'un en tant que salarié ou autre, tu vois, on pourra. Et donc, c'est que du bénéfice pour nous et pour en vous. plus, surtout un frère, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font du business ou alors qu'ils font différentes. Que ce soit des salariés, des freelances, des entrepreneurs, ils veulent coopérer avec des gens, mais vu que c'est pas un musulman, par exemple, je sais pas, imagine tu fais le montage vidéo de quelqu'un, et dans ces clips, il y a des femmes qui sont pas couvertes, je sais pas quoi. Toi, tu dois monter ça, tu te dis, tu vois, c'est pas aligné, tu te dis, bah, je dois refuser le projet, t'es Mm. obligé. Et pour le coup, là, si on peut comme tu disais par exemple, offrir comme ça de la valeur et se mettre à connaître des gens et que ce soit nous qui pourrons bénéficier au projet de toi qui nous écoute ou alors l'inverse, en fait c'est bénéfique pour les deux côtés quoi. Que du bénéf. Ouais, c'est ça. En tout cas, barakallahu fik akhi. Et n'hésitez pas à vraiment à aller checker le Telegram. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.